Bienvenue aux personnes qui ne travaillent pas chez MSF. Ce soir, donc, nous avons le grand plaisir de recevoir Nicolas Mariot. Nicolas Mariot est historien, directeur de recherche au CNRS. Ses thèmes de recherche sont l'histoire sociale de la Grande Guerre, la socio-histoire des trajectoires de persécution dans la Shoah, la socio-histoire des comportements collectifs. La socio-histoire, c'est une discipline qui consiste à étudier des événements du passé avec des méthodes de la sociologie. Nicolas Mariot a également travaillé sur l'histoire et l'épistémologie des sciences sociales. C'est un point important à avoir en tête parce que ce soir, Nicolas Mariot va nous parler en tant qu'historien, mais également en tant qu'épistémologue. C'est-à-dire, au-delà des connaissances produites par les sciences sociales, il s'est beaucoup intéressé aux méthodes de recherche qui sous-tendent ces connaissances. Alors, en mars dernier, à l'occasion de la commémoration des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, la Fondation Maison des sciences de l'homme et le CRASH avait organisé un colloque sur les violences extrêmes en Syrie, au Rwanda et en République démocratique du Congo. À cette occasion, Nicolas Mariot avait la tâche difficile de réaliser une synthèse des différentes présentations de la journée. Et il a su éclairer chacun des travaux en mettant en avant, d'une part, les gains de connaissances au sujet du génocide et d'autre part, les méthodes de recherche utilisées. Nous comprenions alors que tous les chercheurs de la journée sur le Rwanda, ils s'inscrivaient dans un courant qu'on peut nommer situationnel et qu'ils s'opposaient à un autre courant dit culturaliste. Donc cela m'amène à revenir en 2 mots au thème de la conférence de ce soir. Il existe une controverse assez féroce entre 2 courants interprétatifs mobilisés dans les études et les enquêtes consacrées aux violences de masse du XXe siècle. La question qui se pose, c'est d'expliquer pourquoi certains hommes se transforment en tueurs. Il y a d'un côté l'approche culturaliste. Selon cette approche, la motivation des tueurs s'enracine dans une culture de la haine, d'où le mot culturalisme. Le tueur tue par racisme, par antisémitisme, par nationalisme, par homophobie, par misogynie, etc. Et puis de l'autre côté, on a l'approche dite situationnelle. Alors pourquoi situationnelle ? Parce que cette approche s'intéresse au déroulement des massacres à des endroits et à des moments précis. Cette approche, elle met en lumière notamment les logiques politiques, c'est-à-dire les intérêts qui s'opposent, les rivalités micro-locales. Et elle met aussi en avant les effets de groupe, les pressions par les pairs, par des élites notamment, la solidarité locale ou alors familiale. Dans son travail, Nicolas Mariot ne caricature jamais ces 2 approches. Notons d'ailleurs à ce propos que l'approche situationnelle ne nie pas le rôle des passions, mais ce n'est pas ce qu'elle met au premier plan. Évidemment, le sujet des violences extrêmes est un sujet difficile à aborder. Et au CRASH, il nous a semblé intéressant et surtout utile de l'aborder par le prisme des méthodes de recherche utilisées par les chercheurs. Alors pourquoi utile ? Parce que dans l'analyse des contextes, avoir à l'esprit ces 2 types d'explications, cela permet par exemple de repérer quand certains journalistes ou personnalités politiques trouvent dans l'explication culturaliste une caution scientifique à une vision du monde qui réduirait les violences de masse à des conflits uniquement identitaires. Voilà, donc je vais maintenant, sans plus tarder, laisser la parole à Nicolas Mariot. Il aura 45 minutes pour nous présenter son exposé et à la suite duquel nous aurons un temps d'échange et de questions entre lui et la salle. Nicolas Mariot, c'est à vous.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir parler ce soir. Je suis très content. C'est pas très habituel pour moi de parler devant un auditoire non composé d'étudiants ou d'autres chercheurs principalement. Donc si vous trouvez que je suis atrocement scolaire, pénible, abscon et tout, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de bifurquer et de réadapter mon propos, ou si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à me couper. Donc je vais commencer en commentant un peu le titre là, de mon intervention, qui n'était pas de moi, mais qui est bien. Face aux violences de masse, quelles interprétations ? Point d'interrogation. Je vais recommencer ici, premier point, par redire un truisme, une évidence, mais qu'il faut rappeler, je crois, quand on prétend, comme moi, faire de la recherche en sciences sociales. Cette évidence, c'est la suivante: les données ne parlent jamais toutes seules. Il n'y a pas de description sans interprétation. Et on pourrait même dire que c'est ce qui spécifie, ce qui singularise le travail de recherche par rapport à d'autres travaux de terrain qui mobilisent du matériau empirique exactement comme les chercheurs. Par exemple, très souvent, sur un certain nombre de terrains contemporains, les chercheurs en sciences sociales vont être sur le terrain avec des journalistes, éventuellement des représentants administratifs d'États étrangers, avec éventuellement des humanitaires, avec des tas de gens qui produisent également, comme eux, un savoir à partir de données empiriques, d'observation, de collecte, tout ce que vous voulez. Ils font des entretiens, ils passent des questionnaires, vous avez exactement le même genre de données qui sont collectées. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui qualifie, ce qui singularise, à mon avis, le travail de recherche, c'est pas du tout l'aspect empirique du travail. Ça, cet aspect empirique, il est partagé par bien d'autres professions. Et s'il s'agit de dire comment les gens vivent, ou ce qu'il s'est passé à tel endroit, à tel moment du XXe siècle, il y a plein de gens qui sont largement aussi compétents que les chercheurs en sciences sociales pour dire ça. Comment les gens vivent, ou qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. Et parfois, il y a des gens qui le font même beaucoup mieux. Par exemple, beaucoup de gens vont considérer que, je vais dire n'importe quoi, mais donnons un exemple, Florence Aubenas écrit des articles dans Le Monde avec un style et une qualité de plume, ou des livres qui sont bien mieux écrits que la plupart de la littérature en sciences sociales qui s'écrit ordinairement. Et à mon sens, ils n'ont pas tort de considérer ça. Donc on peut dire que, en gros, le travail d'observation sur le terrain, le travail empirique et le récit qui est produit n'est pas distinctif du travail en sciences sociales. Qu'est-ce qui caractérise alors le travail en sciences sociales ? C'est le fait tout bête de se donner un problème de recherche à partir d'un état des lieux très précis du savoir existant, et à partir de là, construire des hypothèses de travail pour essayer de proposer une démonstration et de résoudre un problème de recherche. Alors, il y a eu des tas de déclinaisons de cette question-là dans la littérature. Si vous ouvrez le métier de sociologue, un classique de Bourdieu, Chamboredon, Passeron, vous trouverez ça écrit, répété plein de fois. Le fait scientifique est conquis, construit, constaté. Il est conquis contre les évidences du sens commun, il est construit à travers des hypothèses, et enfin seulement, en troisième, il est constaté empiriquement ou vérifié empiriquement. Donc l'opération empirique vient en dernier, après des opérations de construction d'objets de recherche, etc., etc. Et puis les historiens le disent toujours beaucoup plus simplement que les sociologues ou les anthropologues. Je cite Antoine Pro, là, il dit de façon lapidaire « pas de fait sans question ». C'est la manière sans doute la plus simple de dire la même chose. Ou Paul Venn, un autre historien antiquisant, dans sa leçon au Collège de France, il écrivait « Matériellement, l'histoire s'écrit avec des faits, formellement avec une problématique et des concepts ».
Bon, ben voilà, c'est pas dire autre chose que ça. Hein. Mon directeur de thèse, il disait toujours, c'est pas le, attendez, hein, dans quel sens? C'est pas l'objet qui fait, non, c'est pas le carton qui fait l'objet, c'est l'objet qui fait le carton. Hein. Ça veut dire, il faut d'abord se donner un objet de recherche et ensuite aller trouver des cartons documentaires, des cartons d'archives ou de l'observation pour traiter les questions qu'on se pose. Je dis tout ça en introduction pour en venir où? Pour vous dire, donc, les données ne parlent jamais toutes seules, il faut des interprétations pour les faire parler. Les données ne parlent jamais toutes seules, vous en avez un magnifique exemple à travers une controverse ultra célèbre en matière de violence de masse et qui a redéfini complètement, on pourrait dire, l'historiographie des violences de masse depuis la fin du XXe siècle, c'est la controverse entre Christopher Browning et Daniel Goldhagen. Controverse qu'on peut appeler, est-ce que ça vous dit quelque chose si je dis c'est non ou pas du tout? Pas du tout, ok. Alors je vais expliquer un petit peu. Donc ce sont deux historiens. En 1992, Christopher Browning, donc un historien américain, spécialiste de l'histoire de la Shoah, publie un petit livre dont je vous recommande vivement la lecture, qui a été traduit en français, qui existe maintenant en poche, et qui s'appelle « Des hommes ordinaires ». Le 101e bataillon de réserve de la police dans le gouvernement général de la Pologne occupée. Je crois que c'est ça le sous-titre. Bon, voilà. Mais des hommes ordinaires, c'est ça l'important. Il analyse donc la trajectoire d'un bataillon de police de réservistes allemands, des hommes d'âge mûr, ils sont 500, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont eu la chance d'éviter le front à l'Est et ils pensent aller faire simplement du maintien de l'ordre dans la Pologne occupée. Ce qui est très important, ils ont été socialisés avant le nazisme. Ils ont connu la République de Weimar, ils ont connu un temps antérieur. Ce n'est pas des très jeunes hommes qui ont été entièrement socialisés pendant le nazisme. Ils ne sont pas du tout sélectionnés sur le plan des motivations, de la propagande. Ils ne subissent pas une propagande intensive. Le bataillon est complètement renouvelé au printemps 1942. En juillet 1942, enfin je crois en avril, on rassemble ces bons hommes, qui sont des policiers de réserve, vraiment des gars, bon, pas du tout des spécialistes, pas du tout des gens qui sont hyper motivés idéologiquement, pas des gens qui vont composer les Einsatzgruppen à l'Est, les groupes spéciaux d'élimination des populations juives derrière la Wehrmacht. Non, des flics ordinaires de base, etc., etc. Bon. On les rassemble en avril 1942. En juillet, ils sont envoyés dans le gouvernement général, donc la Pologne occupée par les nazis. Et 15 jours après leur arrivée sur place, brutalement, au matin, leur commandant, qui s'appelle Trapp, leur fait, qui est un vieux bonhomme de 50 ans, passé, bon, voilà, un peu usé et tout, il se met à pleurer et il leur dit, enfin il se met à pleurer d'après des témoignages recueillis dans un procès d'après-guerre, etc. Et il leur dit, voilà, nous allons devoir effectuer une tâche absolument atroce, il va falloir que nous tuions maintenant plus de 1000 juifs, femmes, hommes, femmes et enfants compris, ceux qui veulent s'abstenir, ceux qui souhaitent ne pas faire cette tâche atroce, vous y avez le droit, il faut sortir des rangs. Sur les 500 personnes rassemblées, 12 hommes vont sortir des rangs. D'accord ? Et à partir de là, donc, Browning raconte l'histoire de ce bataillon qui va rester 1 an et demi sur place dans le gouvernement général et être responsable de la mort par fusillade directe dans des fosses de 38 000 hommes et de l'envoi, enfin 38 000 hommes, femmes et enfants, et de l'envoi de 45 000 personnes en déportation jusqu'au camp de Treblinka où elles seront également mises à mort. Donc vous voyez le bilan extrêmement lourd de ces hommes. Et donc Browning essaye de comprendre là comment on peut se transformer aussi soudainement en tueur de masse pendant 1 an et demi, et ensuite, en quelque sorte, revenir, je mets énormément de guillemets, revenir à la normale dans une vie supposée ordinaire dans l'Allemagne, voilà, puisque
presque tous ces hommes, enfin pas tous, mais enfin le plus grand nombre d'entre eux vont revenir en vie de tout ça, évidemment, hein, et vont rester vivants. D'ailleurs, on sait tout ça grâce en fait à une enquête judiciaire qui est menée du début des années 1960 au début des années 1970, pendant 10 ans, par un procureur à Hambourg, qui va enquêter extrêmement sérieusement, de façon très approfondie, et amener ces gens à des procès, enfin une partie de ces policiers encore en vie à l'époque, en procès, où ils vont être condamnés à des peines dérisoires, en fait, la plupart du temps, qui sont déjà couvertes par la prison qu'ils ont faite pendant l'instruction du procès. Je vous raconte tout ça parce que, donc, bon, non, je reviendrai après sur la manière dont il a construit son récit, Browning. C'est très important, la manière dont il a enquêté, dont il, justement, interprète et fait parler ses sources, pour l'essentiel, des sources ex post, hein, les interrogatoires de ces policiers devant la justice, plus de 20 ans après les faits. Hein. On a très très peu de sources contemporaines des événements eux-mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure. L'important ici, c'est donc que c'est une controverse hyper célèbre parce que donc Browning publie le livre en 1992, 4 ans après, en 1996, un jeune américain aussi, Daniel Goldhagen, qui écrit une thèse de sciences politiques qui soutient à Harvard, qui est traduite au Seuil et qui est traduite sous le titre « Les bourreaux volontaires de Hitler ». Et je ne sais plus quel est le sous-titre, mais voilà, que vous trouvez aussi en français, aussi en poche aujourd'hui. Ce qui est extrêmement intéressant, un cas très rare dans l'historiographie, c'est le fait que les deux historiens travaillent exactement sur les mêmes données. Les données de base qu'ils ont pour travailler, c'est cette enquête judiciaire désormais archivée, réalisée en Allemagne, en RFA, dans les années 60 et début des années 70. Donc ils ont exactement le même matériel documentaire. Rien, aucune pièce supplémentaire, différente, etc., etc. Et pourtant, ils arrivent à des conclusions extrêmement différentes. En gros, pour faire très simple et trop simple, là, je vais faire trop de raccourcis. Browning dit il y a un rôle majeur de l'effet de groupe, du conformisme, de la pression des pairs, dans le fait que la majorité de ces hommes ait accepté de devenir des meurtriers de masse. Et vous avez vu à quel degré d'horreur ça a été le cas. Et Goldhagen dit, 4 ans après lui, pas du tout. Goldhagen se trompe complètement. Browning se trompe complètement, pardon, merci de me corriger, Browning se trompe complètement. Il a complètement manqué le fait que ces hommes étaient des Allemands ordinaires et pas des hommes ordinaires. Vous voyez le jeu entre homme ordinaire, Allemand ordinaire. Goldhagen dit c'était des Allemands ordinaires, c'est-à-dire des Allemands profondément pénétrés par un antisémitisme éliminationniste qui existait, je vais trop vite, dans la société allemande avant même l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et Goldhagen dit l'arrivée de Hitler au pouvoir permet à cet antisémitisme qu'il qualifie d'éliminationniste, il voulait la mort des Juifs, de se laisser libre cours, et voilà. Et donc, il le voulait, et à partir du moment où l'État leur laisse la libre possibilité de le faire, et au contraire encourage évidemment ces tueries, eh bien, aucun d'eux, ou presque, n'a refusé. C'est comme ça qu'il faut expliquer le taux extrêmement faible de refusants parmi le groupe des 500 et le fait que l'immense majorité de ces policiers ait accepté de participer, parfois avec un peu de dégoût, mais sans plus, à ces tueries de masse de femmes, d'enfants, de personnes âgées, etc., etc. Donc vous voyez, cette controverse, elle est fondamentale, elle a laissé des traces, des milliers de pages ont été écrites, on a commenté ça, qui a raison, pourquoi, non. Enfin bon, ça, je ne vais pas vous raconter tout ça en détail, mais il y en a des caisses et des caisses. Je pourrais envoyer une bibliographie là-dessus pour ceux que ça intéresse, si vous voulez. Mais voilà, bon. L'important ici, c'est ce qui est important que vous ayez en tête, vous voyez, c'est les questions que ça pose. Est-ce que c'est grave ?
Est-ce qu'il faut considérer que c'est grave qu'à partir des mêmes données, on arrive à des résultats aussi différents? On pourrait dire, ouais, c'est hyper grave. Ça veut dire que ces sciences sociales, c'est n'importe quoi. Elles n'arrivent jamais à des résultats un peu solides, un peu robustes. Bon, il suffit qu'un autre bonhomme se penche sur les mêmes données et il raconte exactement l'inverse que son prédécesseur. On pourrait dire, c'est un peu un drame pour les sciences sociales. Moi, je ne crois pas du tout. Ça témoigne simplement d'une chose que je commençais à vous dire en commençant mon intervention là, c'est le fait qu'en sciences sociales, tout dépend des questions qu'on pose et de la manière de les poser. Tout dépend des lunettes théoriques avec lesquelles on regarde ce qu'on observe. Et on n'observe jamais sans lunettes. Il y a des gens qui vont prétendre, c'est ce qu'on appelle les lectures les plus positivistes des faits, proposer un regard neutre. Ça n'existe pas, un regard neutre. Sur les faits, sur des faits de cet ordre-là, sur des faits qui renvoient aux motivations des gens. À partir du moment où on est amené à traiter des motivations, des croyances, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là, alors nécessairement, la description ne peut pas être une description neutre. On peut décrire des faits, bon, tant de gens ont été tués ce jour-là, voilà. Machin était présent, pas bidule, tout ce que vous voulez, ok, voilà, bon, ça, on peut se mettre d'accord, et encore, il y a des controverses, bon, on peut discuter, mais voilà, là, on peut se mettre d'accord. À partir du moment où il s'agit d'interpréter le comportement des gens, ce qu'on finit toujours par faire, à un moment ou à un autre, dans les sciences sociales, qu'on essaie de se demander pourquoi ils ont fait ça, alors, on amène avec nous immédiatement, effectivement, une épistémologie, des prépositions théoriques, des présupposés, etc., qui valident plus ou moins ce qu'on fait. Et vous allez voir que c'est des choses extrêmement concrètes. Par exemple, si vous lisez le livre de Browning et celui de Goldhagen, ou si vous le parcourez, vous serez tout à fait frappé de leur manière différente d'écrire l'histoire. Et c'est pas rien, ça. C'est-à-dire que Browning écrit une histoire que je vais qualifier d'une histoire d'un récit par réputation. Il décrit l'histoire d'un groupe au sein duquel chaque bonhomme, chacun de ces policiers là, a une réputation vis-à-vis des autres. Il se joue des interactions, des choses qui se passent, etc., etc. Et il suit surtout, c'est une histoire qui suit l'engrenage de la violence, petit à petit, massacre après massacre. C'est par exemple une histoire strictement chronologique. Du début à la fin, où il essaie de montrer à quelle vitesse on bascule, pourquoi, comment on peut expliquer ça, etc., etc. C'est un récit qu'on pourrait dire avec du matériel ethnographique, avec du matériel historique, pardon, puisque ce sont des archives, on pourrait dire que c'est un récit ethnographique, en ce sens-là, qui ressemble aux récits qu'écrivent des anthropologues. Par différence, le récit de Goldhagen est sensiblement différent. Il ressemble beaucoup plus à un récit historien classique, c'est-à-dire un grand récit surplombant, où Goldhagen va aller piocher dans le matériau tout ce qui l'intéresse. Mais en quelque sorte, il va écrire un récit qui essaye de mettre en relation la culture, l'antisémitisme pour aller vite, de ces hommes et ces hommes. Leurs croyances et eux. Mais entre les croyances ou entre les représentations du monde ou entre l'imaginaire, vous avez déjà entendu ça dans les travaux récents sur la violence de masse. On parle tout le temps de ça. Reconstituer, c'est la quête de l'imaginaire de ces gens, de leur représentation du monde, de leurs croyances, etc., etc. Bon, entre cet imaginaire et les individus, il n'y a rien. Il n'y a plus de groupes sociaux, il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Il y a des individus atomes sociaux et puis la culture au-dessus d'eux. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qui se joue entre la culture et eux. C'est tout. Donc c'est un type d'histoire et de récit historique complètement différent où Goldhagen va aller piocher ici et là des bouts d'exemples. Et c'est le récit extrêmement majoritaire de beaucoup de travaux d'histoire ou de travaux d'anthropologie. C'est exactement la même chose quand on fait des récits. On va faire des récits auprès de témoins et puis on va découper. Toute la question est évidemment de comment on découpe.
Et est-ce qu'on va, par exemple, rapporter ce que dit tel témoin à ce qu'est sa position précise dans le groupe, son origine sociale, etc., etc. Ce qui intéresse Goldhagen, ce n'est pas le témoin lui-même, c'est seulement ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'il découpe des bouts de phrases pour retisser un discours qui essaye de reconstituer l'arrière-plan moral, l'arrière-plan antisémite de ces hommes. Voilà. Et il dit, c'est comme ça qu'ils étaient motivés, et c'est ça qui nous permet d'expliquer pourquoi ils se sont comportés ainsi. J'en ai fini de ma beaucoup trop longue introduction pour dire donc qu'à partir de là, vous l'aurez compris, la controverse Goldhagen redouble les deux grandes oppositions qu'on vous a présentées à l'instant, des deux grandes manières de considérer les choses en sciences sociales, l'approche dite culturaliste, ou on peut l'appeler aussi dispositionnaliste, qui renvoie aux dispositions acquises par les individus au long de leur socialisation. Donc, en gros, on explique ce qu'ils font, ce qu'ils sont à un moment donné de leur vie, adultes, admettons, quand ils vont commettre des meurtres, en rapport à la manière dont ils ont été socialisés. Voilà. À quoi ils croient, quelles sont leurs motivations, leurs marges de manœuvre, comment ils opèrent des choix. Vous voyez, donc c'est une perspective hyper individualiste qui considère que les gens mettent toujours en œuvre fondamentalement une autonomie de leur volonté. Ils sont autonomes de leur volonté, ils font des choix. Dans la littérature anglo-saxonne, il y a un terme qui est tout le temps utilisé, que vous pourrez lire très souvent dans la littérature consacrée, celui d'agency, leur capacité d'agir, ou leur agency. Et beaucoup de ces chercheurs considèrent que la tâche ultime du chercheur, ça doit être de reconstituer les capacités d'agir des gens, restituer leur capacité d'agir. Donc restituer leur agency. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête comme croyance? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix? Quelles décisions ils ont prises? Et c'est une fois qu'on aura restitué tout ça qu'on aura rendu raison de leur comportement. Et vous allez voir que leur méthode est une méthode par inférence de ce qui est visible à ce qui est invisible. Donc on remonte par inférence de ce qui est visible. Qu'est-ce qui est visible? Le comportement. Dans le cas des violences de masse, qu'est-ce qui est particulièrement visible? La cruauté. Donc ils vont porter une attention toute particulière sur la cruauté, sur les corps démembrés, sur ce genre de choses-là, voilà. Et puis à partir de là, ils vont remonter des constats de cruauté aux sentiments, la haine, c'est le premier niveau d'inférence. S'ils ont été aussi cruels, c'est seulement parce qu'ils avaient une haine forcenée, etc., etc. Et puis ensuite, remonter, cette haine témoigne de leur représentation du monde ou de leurs croyances, etc., etc. Donc on remonte du comportement vers la culture. Et c'est, in fine, la culture qui va en retour expliquer le comportement, dans un mouvement assez circulaire, puisque le comportement permet d'attester les représentations culturelles qui, en retour, vont expliquer le comportement. Donc on a fait un cercle comme ça, explicatif. Ça, c'est ce que j'appelle l'explication culturaliste ou dispositionnaliste. En gros, pour faire simple et essayer de résumer, elle renvoie essentiellement à l'intériorité des individus. Ce que recherchent les chercheurs-là, c'est à restituer ce que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur tête, si vous voulez. Ils y croient, donc ils font ça. C'est ça l'idée générale. Donc on fait le mouvement inverse, on voit ce qu'ils font et on essaye de déduire ce qu'ils croient. Si je résume un peu trop simplement, mais un peu de façon un poil caricaturale. Mais les gens qui ont cette approche me diraient que je suis un poil caricatural. Ils auraient raison, mais c'est pour faire assez simple. Bon, cette approche-là, que je qualifie donc encore une fois de culturaliste ou de dispositionnelle, elle s'oppose principalement à une autre approche où là, on va plutôt considérer que les comportements individuels sont largement explicables par ce qui est extérieur aux individus, beaucoup plus par ce qu'ils ont en eux, dans leur tête, etc., etc.
En gros, donc, ça fait référence à... C'est ce que fait Browning, en gros. Hein, des hommes ordinaires placés dans une situation extraordinaire, hors norme, qui les dépasse complètement et dans laquelle ils se retrouvent complètement plongés, embrouillés, etc. Donc, ces facteurs dits situationnels, donc qui renvoient, vous voyez, à la situation extérieure dans laquelle sont plongés chacun de ces individus, ils renvoient à un certain nombre de facteurs. Donc, évidemment, en premier, la brutalité inhérente à la guerre, ou si on veut, l'ensauvagement inhérent à tout conflit. Et d'autant plus, il y a d'autant plus d'ensauvagement en général que la guerre est dite civile. Bon, là, on pourrait détailler, c'est des choses que vous connaissez sans doute, évidemment. La segmentation et le caractère routinier du sale boulot à effectuer. Donc là, on a des tas de parallèles avec travailler dans un abattoir. Vous voyez, c'est tout ce genre de parallèles et de comparaisons-là. Hein. Prendre la tâche à effectuer comme un sale boulot. Donc avec tout le travail de segmentation. Avoir des rôles précis, donc des fonctions précises, et on tourne dans chaque fonction, avec un passage le plus limité possible dans la fonction la plus terrible, qui est le moment où on tue. Mais on engage les gens en les faisant participer d'abord à une rafle, voilà, hein, où là, on ne leur demande pas de tuer, puis l'accompagnement au bord de la fosse, puis enfin, hein, en leur disant, ben maintenant, c'est le moment. Donc là, il faut prendre l'arme et tirer, ou faire autre chose, etc., etc. Donc là, vous avez des tas de travaux qui détaillent ça, notamment dans le cas de la Shoah, mais dans d'innombrables autres cas, hein, exactement sur le même mode. Autre critère situationnel, la plus ou moins grande sélection des tueurs, hein, leur formation idéologique, le rôle potentiel du carriérisme, le rôle de la déférence à l'autorité. Et là, on en vient à l'appui, les thèses situationnistes là, renvoient énormément à beaucoup d'enquêtes de psychologie sociale américaine des années 50-60. Enquêtes qu'on ne pourrait plus du tout effectuer aujourd'hui, hein, pour des questions de déontologie. J'allais dire malheureusement, mais bon, je ne sais pas si c'est malheureux. Mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. Par exemple, l'expérience de Milgram de soumission à l'autorité. Vous connaissez ça, oui? Ou il faut que j'explique ce que c'est l'expérience de Milgram rapidement, ou ça va? C'est connu ici. Bon, ben voilà. Vous avez l'expérience de Solomon Asch sur le conformisme social, qui est moins connue. Je la résume très rapidement. Hein. On met des gens un groupe dans une pièce qui jouent des rôles qui sont tous d'accord, préparés avant la scène. On fait intervenir le sujet de l'expérience et puis on trace des lignes sur un tableau. Il y en a, je vais dire n'importe quoi là, hein, 5 qui sont de la même longueur et puis une 6e qui est 2 fois plus longue que les autres. Et puis on demande aux gens de dire oralement quelle est la ligne la plus grande. Et puis ils sont tous d'accord pour dire c'est une des 5 petites. Ils ne montrent pas la grande qui est à l'évidence plus grande. Bon, et ben on s'aperçoit que passe de façon systématique, mais très souvent, le sujet de l'expérience, il va se plier à ce que dit le groupe, c'est-à-dire contre l'évidence, contre ce qu'il voit. Il ne va pas dire la 6e ligne est la plus grande, il va dire comme le groupe, d'accord, je suis d'accord avec les autres, c'est, j'en sais rien, la ligne numéro 1, je dis n'importe quoi, qui est la plus grande, alors que manifestement, il le voit, il sait que ce n'est pas la plus grande. Bon, voilà, c'est une expérience hyper célèbre pour montrer le poids du conformisme, ou de la pression des pairs, etc. Et puis vous avez aussi, par exemple, l'expérience de Zimbardo, la prison de Stanford. Vous voyez aussi ce que c'est, ça? On met des gens dans le rôle, on choisit des étudiants, alors il y en a la moitié qu'on met dans un rôle de gardien de la prison, l'autre moitié dans un rôle de prisonnier. Et en gros, alors elle a été beaucoup discutée, remise en cause, mais enfin bon, on ne va pas détailler ça là aujourd'hui. Et en gros, ils s'aperçoivent très vite, en quelques jours, ceux qui sont dans le rôle des matons prennent leur rôle tellement à cœur qu'ils se mettent à être violents avec les prisonniers qui sont leurs propres copains étudiants. Voilà. Donc là, pour montrer le basculement potentiellement extrêmement rapide dans une adaptation à un rôle qu'on leur demande de tenir et de jouer, qui jouent de façon, en quelque sorte, comment on pourrait dire ça, plus vraie que nature, en quelque sorte, puisque en moins d'une semaine,
ils sont obligés d'arrêter l'expérience tellement les types sont violents et parmi les étudiants qui jouent les prisonniers, il y en a qui tombent en dépression. Enfin, ça se passe très très mal, quoi. Voilà. Alors, Solomon Asch, c'est tôt, c'est dans début des années 50. Toutes ces expériences, évidemment, sont faites. Vous voyez, Stanley Milgram, Solomon Asch sont des descendants de juifs, de familles juives qui ont immigré aux États-Unis, hein, et pour lequel, évidemment, la question de l'obéissance dans la Shoah des Allemands, etc., est une question fondamentale. C'est aussi pour ça qu'ils développent ces expériences. Donc l'expérience de Solomon Asch, elle est très tôt, dès le début des années 50. Milgram, c'est 61, presque au même moment que le procès à Eichmann. L'expérience de Milgram réalise son expérience au même moment où sort La destruction des Juifs d'Europe d'Hilberg aux États-Unis, la première édition, 62 ou 61, je ne me souviens plus, enfin voilà, 62 ou 61. Et puis en même temps, le procès à Eichmann et Hannah Arendt à Jérusalem. Donc vous voyez, c'est une période bien, hein, banalité du mal, tout ça est une manière effectivement d'aborder les choses qui est très loin de celle qu'on connaît aujourd'hui. Très loin de placer toute la focale sur l'antisémitisme, les croyances, etc. Mais beaucoup plus, justement, sur les effets de situation, de pression du groupe, etc., qui jouent un rôle fondamental. Et puis celle de Zimbardo est plus tardive, je crois que c'est 68 ou 69, quelque chose comme ça, et qui publie ses résultats juste au début ses premiers résultats juste au début des années 70. Voilà, donc vous voyez, hein, à grands traits, l'opposition de ces deux grands types d'explications qui, si on les regarde comme ça, apparaissent largement irréconciliables, hein, ou en tout cas, bon. Or, à mon avis, un des challenges de l'historiographie actuelle, ça serait essayer de, justement, comment est-ce qu'on peut penser ensemble personnes et situations, individus et structures, beaucoup mieux qu'on le fait dans une opposition cristallisée notamment par la controverse Browning-Goldhagen, sachant que, et peut-être j'y reviendrai si j'ai un peu le temps, ce qui est important que vous ayez en tête, c'est qu'on peut dire que paradoxalement, Goldhagen, donc le second, celui qui publie en 1996 Les bourreaux volontaires de Hitler, a été un succès public considérable, notamment aux États-Unis et en Allemagne, un peu moins en France et en Israël, pour des raisons qui sont intéressantes à considérer. Hein. Un historien qui s'appelle Omer Bartov a écrit des pages intéressantes là-dessus, sur la réception différentielle dans des sociétés différentes du livre de Goldhagen. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il s'est fait critiquer, mais c'est peu de dire, quoi, par les historiens quand le livre est sorti. En gros, tout le monde lui a dit « c'est hyper simpliste, c'est monocausal, ça ne va pas du tout votre affaire. Votre histoire d'antisémitisme éliminationniste, ça ne tient pas la route. La société allemande n'était pas comme ça avant le nazisme et même sous le nazisme. » Et puis, il lui a opposé un argument très fort, hein, qui était tous les bourreaux n'étaient pas allemands, toutes les victimes n'étaient pas juives. Ce qui est vrai, on en a des tas d'exemples, on peut le montrer en long, en large et en travers. Bon, voilà. Néanmoins, le livre de Browning est sorti en 1996, donc, et puis a été traduit immédiatement de Goldhagen, pardon, pareil, en 1996, et a été traduit immédiatement. Je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien. A été traduit immédiatement en français et en allemand, et paraît en même temps qu'une énorme exposition qui se lance à Hambourg, en Allemagne, et qui voyage dans toute l'Allemagne pendant 5 ans, sur les crimes de la Wehrmacht à l'Est, qui va réunir plus de 800 000 spectateurs. C'est énorme, hein, et créer un débat absolument considérable dans la société allemande, où la Wehrmacht, où presque tout le monde avait eu un grand-père combattant, j'exagère un peu, hein, mais c'est à peu près ça quand même, hein, plus de 18 millions d'hommes mobilisés dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est absolument considérable, était supposée être jusque-là celle qui était restée propre.
Contrairement, c'était pas la SS, c'était pas les Einsatzgruppen, c'était l'institution qui s'était bien comportée sous le régime nazi. C'est pas du tout le cas. C'est ce que montrait très très bien cette exposition avec force photo, etc., etc. Donc Goldhagen fait paraître le livre en même temps et fait une énorme tournée de promotion de son bouquin en parallèle à l'exposition, et elle va en quelque sorte surfer sur l'exposition. Son livre va se vendre comme des petits pains, bien mieux, je crois, au final, que celui de Browning. Et de fait, donc il va se faire laminer par les historiens du monde entier, on peut dire, mais petit à petit, ce qui va rester, donc énorme controverse, discussion partout, enfin bon, voilà. Et puis Goldhagen est un type assez teigneux, si vous allez voir son site internet, donc il a répondu, il s'est accroché, etc., etc. C'est intéressant. Et lui, il a cette grande qualité, c'est qu'il dit à partir de quoi il travaille. Donc il y a, dans son livre, il y a toutes ses méthodes, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour discuter avec lui. Bon, donc ça a fait un débat considérable, et dont il est resté une chose très forte, c'est-à-dire que par-delà ce que tous les historiens lui ont reproché, on a dit, in fine, après des années de controverses dures, à partir du début des années 2000, Goldhagen a eu un effet très fort, raison sur un point fondamental. Il a remis la question de l'antisémitisme et des croyances au cœur de l'historiographie de la Shoah. Voilà. On avait laissé ça beaucoup trop de côté, notamment dans le cadre de la controverse entre structuralistes et fonctionnalistes et intentionnalistes, une controverse importante entre historiens allemands au milieu des années 80, où c'était plutôt, vous voyez, l'idée c'est, est-ce qu'on peut expliquer ça fondamentalement par les intentions de Hitler et de ceux qui l'entouraient, bon, voilà, ou est-ce qu'il faut mettre plutôt en œuvre, ça c'est côté fonctionnaliste, le fonctionnement du régime, ses structures et les initiatives prises sur le terrain par les Allemands, les nazis, qui étaient envoyés à l'Est et qui voulaient travailler, comme a dit dans une formule très suggestive l'historien Jan Kershaw, le travail en direction du Führer. Donc, pour montrer sa motivation, faire carrière dans le système nazi, se montrer digne du chef, etc., etc. C'est ce qu'ont montré beaucoup d'historiens, des initiatives locales, notamment meurtrières évidemment des Juifs, qui auraient lancé petit à petit la Shoah, qui auraient été reprises en compte par le centre une fois effectués les premiers massacres. Le centre aurait dit à Berlin, vous avez eu raison, c'est une bonne chose, et on va continuer. Vous voyez, ce type d'engrenage-là, donc plutôt un démarrage, on va dire, du bas, à travers un travail en direction du Führer, qui ensuite aurait été repris, ou un mélange, en tout cas, d'initiatives vagues, plus ou moins vagues depuis le centre, qui donnent lieu à des choses très concrètes, des meurtres très concrets localement, qui sont ensuite avalisés par le centre. Donc vous voyez, quelque chose qui repoussait à la périphérie, on va dire, la question des croyances, de la foi ou de l'antisémitisme, en partie, en disant c'est avant tout une question de décision locale, de carriérisme, de fonctionnement bizarre de ce régime nazi, avec polycentrique, voilà, qui explique ça, bien plus que ce qu'on met en avant aujourd'hui, l'utopie raciale à l'Est, la création d'une Volksgemeinschaft, la communauté du peuple nazi. On s'est mis de plus en plus aujourd'hui, en quelque sorte, à prendre au sérieux l'idéologie nazie, prendre au sérieux la parole nazie, comme système de justification et de croyance qui permettent de comprendre ce basculement extraordinaire dans une violence de masse. À tel point que certains historiens, comme Thomas Kuhne, un historien allemand qui travaille aujourd'hui aux États-Unis, ou d'autres, ont essayé de construire l'idée que la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple nazi, s'était forgée dans le génocide. C'était créé véritablement en tant que communauté en réalisant le génocide.
et en s'y trouvant pleinement plongé, soit directement, soit indirectement en tant que complice. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi énormément, beaucoup plus qu'avant, sur le rôle des femmes, et pas seulement ce qu'on faisait avant sur le rôle des hommes, mais aussi le rôle des femmes comme accompagnatrices, légitimatrices du procès en génocide qui s'est constitué petit à petit. Bon, mais je m'égare un peu. Là, donc je vais revenir à ma petite feuille, sinon je vais parler vraiment trop longtemps. Oui, je vous ai dit ça tout à l'heure, vous voyez, donc dans ce schéma-là, aujourd'hui, on va quitter ces questions de situation pour aller beaucoup plus, et c'est en ce sens-là que Goldhagen est aujourd'hui, je vais exagérer en disant hégémonique, mais en disant, on peut dire qu'il a gagné, on peut dire que les suites de son travail ont donné lieu à un nombre beaucoup plus grand d'enquêtes portant sur la croyance, les représentations du monde nazi, l'idée de morale nazie, que l'enquête de Browning. Tous les facteurs situationnels, là, le livre de Browning, pour dire les choses simplement, est toujours cité, mais il a donné lieu à finalement relativement peu d'enquêtes qui ont essayé de développer les explications qu'il propose pour essayer de voir jusqu'à quel point elles sont vraies, solides, robustes, comment on peut les répéter sur d'autres cas que le cas du seul 101e bataillon de police, etc. Je voulais également insister sur le fait que ces questions-là ne sont pas seulement évidemment le fait de la Shoah ou de la Seconde Guerre mondiale. On peut trouver exactement le même type d'enquête et le même type de proposition dans le cas de la Première Guerre mondiale. Et là, je vous renverrai à un seul travail qui est en quelque sorte le pendant de celui de Goldhagen pour la Première Guerre mondiale, qui est le livre de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, un livre très stimulant de synthèse qui publie en 2000 et qui s'appelle 14-18, Retrouver la guerre, qui existe aussi en poche, chez Folio Gallimard, je crois, maintenant. Et ils ont une position, c'est assez frappant, très comparable à celle de Goldhagen. Ils disent déjà, il faut faire table rase de ce qui a été écrit jusqu'à présent dans l'historiographie. Les deux le disent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout tenu assez compte de la question. On a beaucoup trop aseptisé les descriptions. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la question de la cruauté. Jusqu'alors, les historiens ont été trop prudents, trop neutres. Ils ont livré des descriptions très aseptisées, très fades en quelque sorte, de ce qu'a été en fait la réalité de la violence de masse pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Shoah. Et donc dans les deux cas, ils vont dire, et ça s'est traduit par exemple beaucoup trop par l'insistance prêtée à la mort de masse, à la mort dite industrielle. Dans les camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros, Goldhagen dit on a prêté une trop grande attention au paradigme Auschwitz-Birkenau pour aller vite, et les autres camps d'extermination, Treblinka, Belzec, etc., et pas du tout assez aux fusillades au bord des fosses dans l'ex-Union soviétique. Ça tenait en partie, évidemment, à l'existence du mur de Berlin et au fait qu'on a retrouvé énormément d'archives qui restaient à Moscou, qui sont ressorties des fonds moscovites, et énormément où il n'y avait pas la possibilité d'aller sur le terrain avant 1989. Donc il y a aussi une révolution qui tient à ça, qui tient aussi à la guerre en ex-Yougoslavie, le retour de la guerre ici chez nous en Europe, et puis au génocide Tutsi. Énormément retransmis, avec là aussi des massacres en face à face qui incitent à reposer la question du massacre direct et pas du massacre en quelque sorte industriel, soit dans des camps de la mort avec les chambres à gaz, etc., soit pendant la Première Guerre mondiale. Ce que disent Audouin-Rousseau et Becker, là, c'est on a porté trop d'importance aux tueries industrielles via l'artillerie, qui est la nouveauté fondamentale de la Première Guerre mondiale. 80 à 90% des morts et des blessés de la Première Guerre mondiale sont tués ou blessés par des éclats d'obus, par l'artillerie en fait, ou par des mitrailleuses lourdes, etc. etc. Bon. Audouin-Rousseau et Annette Becker vont dire non, il faut aborder
la question du combat de tranchées à partir des armes blanches, des armes à la main, et notamment des couteaux de tranchée, voilà, des armes blanches qu'on pouvait avoir, parce que c'est simplement à partir du moment où on prend conscience de ce que c'était qu'un combat au corps à corps, véritablement, qu'on va pouvoir essayer d'imaginer ce que les gens avaient dans la tête pour faire ce qu'ils font. En gros, ils disent, si on s'intéresse seulement à l'artillerie, à ceux qui bombardent, ils sont en arrière du front, puisqu'ils ont des canons qui peuvent tirer à assez grande distance. Voilà. Ils ne voient pas les dégâts qu'ils causent, ou rarement, et ils ne savent pas sur qui ils tirent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et la logique, aujourd'hui, le déplacement de cette logique sur la question des drones, etc., avec encore une irresponsabilité encore plus grande du type qui appuie sur le bouton parce qu'il est à Washington ou je ne sais pas où pour appuyer sur le bouton du drone et que le drone il est en Irak. Bon ben voilà, vous avez ce travail-là de déresponsabilisation du tueur qui est de plus en plus marqué. Ce que disent fondamentalement Goldhagen comme Audouin Rousseau et Becker, c'est si on s'intéresse seulement à ces hommes de plus en plus déresponsabilisés, on ne peut pas comprendre fondamentalement ce que sont les croyances des tueurs. Pour comprendre ce que sont les représentations du monde, les imaginaires de guerre de ces gens, il faut s'intéresser au combat de face à face. Et c'est ce qu'ils vont faire en essayant d'aller voir au plus près ce que sont les combats des hommes quand ils passent le parapet de tranchée pour franchir le no man's land et partir à l'assaut de la tranchée adverse dans un corps à corps direct et frontal. Vous voyez ? Donc, mais vous voyez que dans le... Alors, c'est évidemment pas le cas chez Goldhagen, mais chez Audouin Rousseau et Becker, c'est évidemment en partie une histoire par la marge, puisque, je vous le disais tout à l'heure, c'est moins de 1% des blessures qui sont effectuées par des armes blanches pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça pose des tas de questions sur le type de démonstration qu'ils proposent à partir d'un geste qui est devenu totalement minoritaire dans les combats de la Grande Guerre. Mais ils vont faire ça exactement comme Goldhagen, ce que je vous disais tout à l'heure, partir des expressions du combat direct en face à face pour remonter d'abord à la haine de l'ennemi. Et là, ils vont avoir des tas de discours sur le rôle des atrocités allemandes, les mains coupées dans les premiers mois de la guerre, pendant la guerre de mouvement, quand les Allemands traversent la Belgique. Il y a énormément de récits plus ou moins légendaires. Il y a eu un magnifique travail d'un historien irlandais, enfin de deux historiens irlandais, John Horn et Alan Kramer, qui s'appelle « Les atrocités allemandes » et qui discutent les questions de l'effet de ces premières atrocités, énormément discutées dans les médias dans les premiers mois de la guerre mondiale, sur la construction, disent-ils, d'une culture de guerre qui aurait pris possession des esprits des citoyens français, enfin des esprits des différents belligérants des deux côtés de la ligne du front, et qui expliquerait leur consentement à la guerre. Ce qui est fondamental dans l'idée, aussi bien chez Goldhagen, vous voyez, que chez Audouin Rousseau et Becker, c'est l'idée que les hommes consentent à la guerre. Ils ne font pas ça, en quelque sorte, contraints et forcés, faute de pouvoir faire autrement, etc., etc. Véritablement, ils consentent à la guerre parce qu'ils mettent en œuvre une culture du moment, fait de passion, d'une construction intellectuelle plus ou moins robuste qu'on essaie de reconstituer. C'est la même chose dans le cadre du génocide Tutsi, etc. Et c'est ça, fondamentalement, qu'il faut reconstituer pour expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Il faut que je m'arrête bientôt. Oui, je parle trop longtemps. Oui. Bon, non, je vais je vais essayer de faire une conclusion. Bon, je voulais vous dire des tas d'autres choses, mais c'est pas grave, je raconterai une autre fois. Si, un tout petit point quand même, très intéressant, c'est que par rapport à ce que je vous disais, très intéressant, moi je trouve ça très intéressant, mais peut-être pas vous, non, par rapport à ce que je vous racontais du caractère quasi hégémonique de l'explication aujourd'hui par les croyances, les dispositions, les imaginaires de guerre, la culture de guerre, etc., les travaux qui ont été menés par des jeunes chercheurs qui ont réalisé leur thèse au Rwanda après le génocide sur le génocide Tutsi sont extrêmement intéressants parce que
on pourrait dire, sont en quelque sorte un peu à front renversé et adoptent plutôt une approche situationnelle, traitant la question du génocide sous la forme d'un processus, d'un basculement, avec l'idée que la haine ethnique n'est pas, en tout cas, n'est à coup sûr pas suffisante et n'est même pas une explication première pour expliquer le génocide. Avec des tas de points que je pourrais détailler longuement, mais qui sont intéressants à travers le fait que le génocide, vous savez, débute de façon très brutale avec l'attentat contre l'avion présidentiel. Et ils constatent deux choses, la plupart des chercheurs. Un, que les violences ne débutent pas partout au même moment. Et donc, s'il avait existé une haine gigantesque anti-Tutsi qui avait submergé le pays, on ne comprend pas bien pourquoi, dans certains endroits, la violence débute très tôt, et puis dans d'autres, elle débute beaucoup plus tardivement, avec des formes de résistance avérées, même si elles vont être contrecarrées par les partisans du génocide au bout d'un certain nombre de jours, voire de semaines, qui vont parfois même tuer les résistants en place ou Tutsis pour mettre en œuvre le génocide localement. Donc il y a d'abord des questions de processus, d'entrée différentielle dans le génocide, et puis aussi, autre constat fondamental, le fait qu'il n'y a pas séparation absolue dans beaucoup de régions, notamment dans des régions du Sud, où quand on interroge les gens, ils vont expliquer que même le soir de l'attentat, lors des rondes de nuit, là, les irondos étaient faites encore en commun par des Tutsis et des Hutus localement. Donc comment est-ce qu'après, en si peu de jours, là encore, un peu sur le modèle Browning, on va basculer presque partout, enfin sinon partout, in fine, parfois avec quelques jours, parfois avec quelques semaines, dans une violence extrême qui va déboucher sur les massacres de masse que vous connaissez. Je voudrais dire un seul mot pour finir et conclure, là rapidement, sur, à mon sens, pourquoi il est important dans cette configuration générale où je vous l'ai dit, la quête des imaginaires culturels, des imaginaires de guerre est considérée aujourd'hui majoritairement comme le saint graal de la recherche. Pourquoi, à mon avis, il est important de laisser une place à l'approche situationnelle dont je vous ai parlé? Pour une raison très simple, à mon avis, mais fondamentale, c'est que l'approche culturaliste, elle fonctionne hyper bien pour tous les cas où on s'intéresse à des tueurs motivés. Voilà. Là, ça marche, il n'y a aucun problème. Dès qu'on a des tueurs zélés, dès qu'on peut décrire des comportements où ces gens prennent des initiatives, sont motivés, devancent l'appel pour aller commettre des meurtres, etc., etc., là, évidemment, l'approche par les croyances, par la motivation personnelle, intime, elle fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Le problème central, c'est que dans tout meurtre de masse, et notamment dans le cas des génocides, mais c'est le cas aussi pendant la Première Guerre mondiale, pendant évidemment la Shoah, bien d'autres cas, le Cambodge, on pourrait donner des dizaines et des dizaines d'autres exemples, le meurtre de masse ou le génocide se caractérise par le fait qu'on trouve des tueurs, ce que j'appelle des tueurs réfractaires, c'est-à-dire des gens qui, a priori, n'étaient pas motivés, n'avaient pas envie, ne se portaient pas volontaires, etc., etc., et pourtant ont tué. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Et pourtant ont participé jusqu'au bout. Parmi mes 500 bonhommes, là, comme ça je vais boucler mon petit tour, mes 500 bonhommes policiers du 101e bataillon de police, il y en a un certain nombre, Browning le montre très bien, ils sont minoritaires, au plus 20%, au plus 20% des 500, qui vont obtenir de se mettre en retrait, sous différentes formes. Alors après, il faudrait discuter dans le détail. Goldhagen va dire ils n'ont pas manifesté d'opposition de principe, juste un dégoût physique. Bon, est-ce qu'on peut faire une différence aussi tranchée entre l'opposition morale et le dégoût physique? Je ne suis pas sûr, mais bon, on pourrait discuter des tas de choses. Bref, ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que un certain nombre de ces hommes, au plus 20%, ont obtenu de ne plus tuer, d'être mis en retrait des tueries. Soit dès le début, très peu d'entre eux, je vous l'ai dit, 12, mais au début, tout le monde n'a pas participé, soit
au fur et à mesure du processus. Alors, ils vont être stigmatisés, mis à l'écart du groupe, traités de lopettes, de tapettes, de faibles, de tout ce que vous voulez. Ils vont endosser le stigmate en disant « Oui, je ne suis pas un bon Allemand, je ne suis pas un bon nazi, je suis faible, vous pouvez me mépriser, etc. » Mais il ne va rien leur arriver de grave. Ce qui est fondamental d'avoir en tête, c'est que jamais un Allemand n'a été tué pour avoir refusé de tuer des Juifs. Jamais. Ni même condamné à une peine lourde. Ils étaient effectivement stigmatisés, mis à l'écart du groupe, voilà, mais c'était le pire de ce qu'ils risquaient. Bon, un certain nombre d'entre eux vont obtenir ça, voilà. Mais presque tous vont participer à un moment ou à un autre, parce qu'ils vont tomber sur un gradé qui va les obliger tel jour, etc., etc. Vous voyez ? Et la question fondamentale, à mon avis, c'est comment on peut expliquer, et dans le cas du génocide Tutsi, c'est la même chose, que des gens qui étaient a priori récalcitrants, non motivés, etc., ont fini par tuer quand même. C'est ça la question fondamentale, parce que s'il n'y avait que des tueurs zélés, la question serait à peu près réglée. Ils ne sont jamais majoritaires. Jamais. Jamais. On peut montrer qu'ils constituent un noyau important, très souvent, effectivement, mais ils ne sont jamais fondamentalement majoritaires dans les sociétés considérées. Comment ça se fait alors qu'une société va néanmoins basculer dans le crime de masse ? C'est ça la question. Et à mon avis, l'hypothèse culturaliste ne suffit pas pour répondre correctement à cette question. Voilà. Et il faut apporter des éléments qui touchent justement à la situation, à la pression des pairs, au conformisme social, etc., etc., pour expliquer correctement pourquoi des gens, je ne sais pas comment il faut les qualifier correctement, réfractaires, non motivés, etc., deviennent pourtant des tueurs. Et c'est fondamental parce que le basculement dans le crime de masse, il suppose que des gens réfractaires finissent par participer, acceptent de participer. Voilà, et j'arrêterai là. Pardon d'avoir parlé trop longtemps. Merci beaucoup, Nicolas Mariot, donc pour cet exposé. Donc cet exposé à la fois clair et précis, donc de ces deux courants interprétatifs mobilisés pour expliquer les violences de masse. Je vais maintenant laisser la parole à la salle et je vous invite à poser vos questions. Emmanuel Pelon, je suis psychiatre. Je voulais faire une remarque en partant de la psychologie sociale, justement, parce que dans la situation initiale des policiers et réservistes, là, il y a une scène qui ressemble un peu à une expérience de psychologie sociale, où en fait, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part ce qu'on appelle le dilemme du volontaire, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, non pas, on demande à ceux de sortir du groupe, non pas à ceux qui se portent volontaires, mais à ceux qui veulent ne pas le faire. Donc, du coup, l'effet social n'est pas du tout le même, le risque n'est pas le même. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'engagement, l'effet d'engagement, c'est-à-dire que le fait de choisir, d'avoir le sentiment, après coup, d'avoir choisi librement quelque chose, engage dans l'action. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu ce moment où c'était possible de dire non, fait que ceux qui n'ont pas dit non se retrouvent engagés dans l'action, et donc se retrouvent aussi à devoir trouver des stratégies de justification. Et donc, du coup, là où je... explique très bien Browning. Voilà, mais du coup, ma question c'était, est-ce que ça ne peut pas faire une forme de synthèse entre les deux, dans le sens où est-ce qu'on ne peut pas considérer que la culture, c'est en fait l'ensemble des situations précédentes, et donc du coup, par rapport à ce que vous disiez de Thomas Kuhne, là, que finalement l'idéologie se construit dans l'action, c'est-à-dire que finalement c'est parce qu'il y a un circuit qui se fait entre l'action et la justification, et donc du coup que ça entraîne le discours de haine, parce qu'on a un petit peu agi à un moment, du coup, notamment après, pour mettre en accord ses croyances avec son comportement. Voilà, ça. Complètement. Et là, il y avait beaucoup, vous avez tout à fait raison, et c'est ce qu'essaye de faire Kuhne, justement, c'est d'essayer de montrer, c'est un des axes, à mon avis, pertinents pour comprendre, par exemple, les effets de la propagande ou de l'idéologie sur le terrain, non pas comme un arrière-plan. Le problème de l'idéologie, c'est souvent qu'on arrive très bien à reconstruire le discours idéologique,
en lisant les journaux, en regardant les films, en tout ce que vous voulez. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment il agit concrètement sur les gens. Jusqu'à quel point, par quel mécanisme, comment, etc., etc. Et là, il y a des choses intéressantes justement dans le travail de Kühne, comment on met en pratique ça sur le terrain. Et puis, il y a aussi ce qu'a pu montrer un autre historien, ben oui, je l'ai cité là, Omer Bartov, qui est spécialiste de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Son livre a été aussi traduit en français, il s'appelle L'armée d'Hitler. C'est un livre hyper intéressant où il montre ce que j'appelle moi l'effet Stürmer. Le Stürmer, c'était un des journaux de propagande, un des principaux journaux de propagande des nazis. Et ce que j'appelle l'effet Stürmer, c'est d'essayer de voir comment l'idéologie, effectivement, est mise en œuvre concrètement sur le terrain. Et là, ce que fait Bartov, c'est travailler à partir de ce qu'on appelle des archives du fort intérieur, journal personnel, journaux intimes, ou lettres envoyées par les soldats sur le front à leur famille. Et dans ces lettres, on voit, par exemple, très fréquemment des mentions où ils décrivent le front soviétique créé par eux, c'est-à-dire le désastre créé par eux, puisqu'ils font, vous savez, une politique, la Wehrmacht fait une politique de terre brûlée complète sur les terres soviétiques qu'elle conquiert, jusque devant Moscou. Et là, beaucoup de soldats disent « Ah, c'est pire que ce que je lisais dans le Stürmer » ou de ce que je voyais sur les photos. Ces gens sont pires, dans un état plus délabré, ces juifs sont laissés à l'abandon, ces slaves dégueulasses sentent mauvais, sont vraiment dans un état de locumène, c'est pire que ce que je lisais dans le Stürmer. Sans prendre en compte évidemment que ce sont eux qui sont largement responsables de cet effet-là, de ceux qui n'ont pas pu fuir et qui sont restés entre les deux fronts, coincés entre le front, entre Staline et Hitler en gros, qui ne pouvaient pas partir pour X raisons. Donc vous voyez, là, on voit effectivement un effet de la propagande très concret à travers un mécanisme de lecture de la réalité. C'est pire que ce que j'avais pu lire avant. Donc il y a des tas de choses, effectivement, de cet ordre-là. Et Browning, vous avez raison, montre très bien, Kühne aussi et d'autres aussi, comment la question de la culpabilité, de faire rentrer les gens dans le cercle du génocide, dans le cercle du meurtre de masse, éventuellement avant même qu'ils participent eux-mêmes à la tuerie, joue un rôle fondamental dont ils ont les plus grandes difficultés à se sortir. Et là, il y a effectivement des tas d'enquêtes de psychologie sociale qui montrent notamment un des traits fondamentaux de la personnalité humaine, c'est quand on constate une différence entre nos comportements et nos croyances, on a beaucoup plus tendance à adapter nos croyances au comportement qu'à changer notre comportement. Voilà. Notamment parce que adapter nos croyances, c'est plus facile, c'est éventuellement plus compliqué vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est plus facile vis-à-vis des autres, alors que changer le comportement, ça oblige effectivement à se rendre responsable vis-à-vis d'autrui, à l'extérieur. Et c'est en un sens plus compliqué. De la même façon, il y a des tas d'usages de la notion d'ignorance pluraliste, là, dans le choix auquel sont confrontés les 500 policiers. Ils sont ignorants de ce que pensent les autres, mais ils pensent tous que parce qu'ils ne sortent pas des rangs, ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose de faire. Voilà, c'est évidemment ce type d'engrenage-là dans lequel ils sont plongés aussi et on peut mettre en lumière. Donc vous avez complètement raison, c'est vers ce type d'enquête-là que tendent les travaux actuels. Oui, c'est peut-être une question de béotien de la psychologie, mais est-ce qu'une autre synthèse possible, c'est pas de voir la culture comme un effet à long terme de la situation? C'est-à-dire que les Allemands étaient ordinaires parce qu'ils ont été... C'était les Allemands ordinaires parce qu'ils ont été plongés dans un système allemand pendant des années, et qu'ils ont été socialisés par ce système, donc ça ferait une synthèse. Peut-être que l'approche... Dans le système nazi, vous voulez dire? Non, dans le système culturel allemand en général. Culturel allemand en général, et peut-être que l'approche situationniste, c'est ce qui se passe à l'échelle de la société, mais de façon peut-être dans les situations extrêmes, plus soudain, plus brutalement coercitif, plus massif au niveau de l'embrigadement sociétal,
mais qui se passe dans la façon dont on se socialise tout au long de la vie, plongé dans une... Mais le problème de ça, c'est que vous allez tout de suite être confronté à la question de la réification de la culture et de la société. Vous faites comme si, là, la société allemande d'avant la Seconde Guerre mondiale était composée, vous voyez, d'atomes sociaux strictement identiques les uns aux autres, soumis à une culture omnisciente qui s'imposerait à tous de la même façon et qui ferait agir les gens de la même façon. Moi, je ne crois pas. C'est le gros danger de l'explication culturaliste. C'est faire des gens totalement soumis à l'idée d'une même culture. Et je crois que c'est très, très difficile à démontrer ça, voire impossible. Surtout dans des sociétés modernes différenciées comme les nôtres, où il y a une forte différenciation sociale des fonctions, des métiers, des types de formation. Vous voyez, si vous avez une hypothèse aussi culturaliste que celle-là, ça veut dire que vous laissez plus de place à la différence entre les groupes sociaux. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus rien. Alors c'est ce qu'ont essayé de faire les nazis. Créer une seule Volksgemeinschaft. La question qui niait les différences sociales. Il n'y avait plus que des Allemands, il n'y avait plus d'ouvriers, de patrons, il n'y avait plus de tout ça, il n'y avait plus qu'un peuple allemand, uni dans le sang, dans la race. Bon, c'est ce qu'ont essayé de faire les nazis, de promouvoir. Ça a en partie marché. Toute la question est de savoir jusqu'à quel point. Vous voyez, jusqu'à quel point, au sens où, est-ce que l'idée-là, on va dire, de construction d'une morale nazie, qui serait allée jusqu'à permettre aux Allemands, finalement, d'accepter le meurtre des Juifs comme quelque chose de normal, de souhaitable, de désirable. C'est la thèse de Goldhagen. Est-ce que cette hypothèse-là, elle est assez forte pour dire... Alors, elle suppose, ce que fait Goldhagen, c'est de dire qu'il y avait, ce que vous venez de rappeler, un antisémitisme hyper profond, cultivé depuis des années au même degré, etc., et qui avait enveloppé toute la société allemande. C'est un problème considérable de prendre cette optique-là. Parce que qu'est-ce que vous faites de l'intégration des communautés juives dans la société allemande près du 19e siècle et du début du 20e siècle ? Ou au contraire, les communautés juives étaient parmi les plus assimilées, insérées d'Europe. De loin, avec des postes partout, avec des positions dans la société à des rangs très élevés, etc. C'est difficile, vous voyez, de considérer l'idée qu'il y avait un antisémitisme éliminationniste complet qui avait envahi totalement la société allemande en considérant ce qu'était la place des communautés juives dans les sociétés pré-nazies. Et c'est également très difficile d'opter pour l'idée d'une prise de possession des esprits des Allemands. Alors on est bien obligé de la considérer un petit peu, cette hypothèse-là, vu ce qui s'est passé. On est bien obligé de la considérer, hein. Je la renvoie pas aux oubliettes de l'histoire. Mais vous voyez que cette hypothèse culturaliste aussi forte, elle est difficile à considérer parce qu'elle nous conduit à penser qu'on peut changer de morale, pas d'un jour à l'autre, mais quasi. Et ça, c'est quand même un problème considérable, de se dire, on peut basculer d'une morale judéo-chrétienne, qui est la nôtre en Europe, constituée là, pour le coup, depuis des siècles et des siècles, et hop, d'un coup, on bascule dans autre chose. Ce qui a été la morale nazie, créer autre chose, une autre morale. Bon, qui a porté ses fruits, en partie, qui pose des questions fondamentales parce qu'elle pose la question de qu'est-ce qui se passe en 1945. Tchac, tout d'un coup, on revient en arrière, hop, c'est fini, il n'y a plus de morale nazie. En 3 mois, les Alliés sont là, ils occupent l'Allemagne, et hop, tout ça est oublié, suspendu en l'air, disparu. Vous voyez que c'est l'hypothèse culturaliste, elle est stimulante, elle est hyper intéressante, on doit la prendre en compte à minima, vu ce qui s'est passé. Vu le génocide, on est obligé de la prendre en compte à minima. On ne peut pas la balayer d'un revers de main. Mais elle pose des tas de problèmes extrêmement conséquents, dont l'un d'eux n'étant pas le moindre, étant celui de l'excuse ou de la déresponsabilisation la plus complète.
C'est-à-dire, s'ils y croyaient tellement, ils étaient tellement sous le joug de cette foi nazie, de cette croyance nazie, ils y croyaient tellement que, ils ont fait ce à quoi ils croyaient, en bons croyants. Et ça, c'est un problème considérable. Enfin, de mon point de vue. Bon, je pense que Médecins sans frontières, les urgentistes de Médecins sans frontières se sont trouvés depuis maintenant des décennies confrontés à des situations de violence extrême, aussi extrêmes que celles qui ont été décrites ici. Et je ne voudrais pas te transformer en conseiller, évidemment, de MSF, mais quand, relativement soudainement, il se trouve devant une situation de camp rempli de gens après des tas de violences atroces. Et il faut bien qu'ils essayent tout de même d'y comprendre quelque chose. Pas seulement de réagir, de soigner, etc. Mais il leur faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Alors, ils vont entendre beaucoup de discours de toutes sortes, hein, de la part de ces gens, de la part aussi d'observateurs extérieurs, etc. Est-ce que tu leur conseillerais de se dire il ne faut vraiment pas que je tombe dans l'essentialisme, le culturalisme, les histoires de haine, il faut que j'essaye de prendre plutôt la voie situationnelle, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les chefs, bon. Et puis peut-être que des gens de MSF qui sont là pourraient aussi parler d'expériences qu'ils ont eues de cet ordre. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, si tu veux bien admettre, d'être provisoirement conseiller de MSF? Non, je ne vais rien conseiller du tout, parce que ma place, ce n'est pas du tout de conseiller. Non, mais la seule chose que je peux dire, et qui me paraît très simple et évidente, hein, c'est, et par exemple, le travail de Human Rights Watch, après le volume d'Alison Desforges, le montre très très bien. C'est très simple, à mon avis, hein. Plus on va faire des enquêtes précises, fines sur le terrain, en allant discuter précisément, localement, avec les gens sur l'engrenage local de la violence, et plus l'hypothèse culturaliste va se dissiper par elle-même. Parce que plus on va se retrouver à devoir prendre en compte, vous voyez, plus vous vous rapprochez tout près du détail de ce qui s'est passé dans tel endroit, dans telle commune, dans tel petit lieu, etc., plus vous allez voir se rajouter à des questions de propagande, d'idéologie, des meneurs zélés, etc., plus vous allez voir entrer en jeu des intérêts locaux, des disputes anciennes qui n'ont pas grand-chose à voir forcément avec une haine ancestrale, mais simplement avec des jalousies locales, etc., etc. Et plus vous allez presque automatiquement, je dirais, être amené à faire entrer en jeu dans l'explication locale des violences des éléments de la situation locale, très concrète. Voilà, c'est tout simple. Le problème étant, ce qui est le problème auquel est confronté Browning avec son 101e bataillon ou d'autres travaux du même type, comment on passe de l'échelle locale à un grand récit général du génocide. C'est ça qu'arrive très bien à faire le livre de Human Rights Watch, là, d'Alison Desforges, tenir ensemble des explications localisées et des explications générales. Un grand récit. Évidemment, plus on va avoir tendance à faire ce qu'ont eu tendance à faire beaucoup d'enquêtes qui se sont focalisées, par exemple, parce que par exemple, quand on est tout seul pour faire une thèse, évidemment, on ne peut pas enquêter sur le Rwanda entier. Donc on va choisir 4 secteurs ou 4 communes. Déjà, c'est déjà beaucoup, bien choisi sur le territoire, et puis on va l'élaborer, enquêter en profondeur dans chacune de ces communes. Bon, évidemment, plus on va avoir tendance à faire ça, plus on va avoir tendance aussi à laisser de côté ce que je peux appeler le grand récit du génocide, porté depuis le centre, depuis Kigali, par les génocidaires ou par le gouvernement intérimaire, etc., etc. Donc toute la question, et qui n'est pas facile, c'est évidemment d'articuler les deux, d'articuler des logiques de situation qui ne sont jamais identiques à elles-mêmes d'un endroit à l'autre, avec un récit plus général où effectivement on a des porteurs d'une idéologie génocidaire qui ne tombe pas du ciel, évidemment, et qui engage une administration d'État, dans le cas du génocide Tutsi, qui engage une politique de propagande, etc. Et articuler les deux est évidemment pas facile. Mais je dirais
il faut avoir en tête les deux et essayer effectivement de les penser ensemble. Plus vous vous rapprocherez d'un lieu local, plus vous allez avoir la situation qui va vous sauter au visage. Avec la réputation des gens, effectivement, chacun connaissait la réputation d'autrui. Éventuellement, que la victime connaissait son tueur pour des raisons X ou Y, etc., etc. C'était le cas au Rwanda, ça a été le cas aussi dans plein d'endroits. Dans la Shoah, ce que raconte Browning, il y a des parallèles vraiment frappants. Ce que raconte Browning du 101e bataillon, ces bonhommes-là, policiers hambourgeois, ils viennent de Hambourg, des villes hanséatiques du nord de l'Allemagne. Ils vont retrouver en Pologne, ils vont retrouver parmi les gens qui doivent exécuter des gens déportés de Hambourg. On a déjà déporté et tué les juifs polonais dans les ghettos, on a libéré les ghettos pour faire de la place pour les déportations des juifs allemands à partir d'octobre 1941. Donc on déporte à partir de 1941 les juifs allemands en Pologne, et là, des policiers allemands, un des policiers va raconter, par exemple, à ses juges, vous voyez les parallèles avec le Rwanda, d'immédiate proximité. C'est pour ça que les questions de déshumanisation aussi marchent relativement mal, à mon sens, doivent être repensées en tout cas. L'idée que la déshumanisation qu'il faut de la déshumanisation pour faciliter le meurtre. Là, un des policiers va raconter, comme dans le cas rwandais, où il y a des meurtres entre voisins, proches, voire au sein même des familles. Dans ce cas-là, un des flics va dire, j'ai dû tirer sur une dame que j'ai reconnue comme étant l'ouvreuse du cinéma où j'allais à Hambourg. J'ai parlé en allemand, évidemment, puisqu'il parlait allemand, à un gars qui m'a dit « fais ça vite », qui m'a expliqué qu'il était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, originaire de Brême. Vous voyez ? Donc tout ça fait que plus vous vous rapprochez de la situation, du face-à-face, plus vous êtes obligé de défaire des grandes explications par ils étaient saisis par une même culture. Et plus vous êtes obligé de vous rapprocher de questions très, très situées, très incarnées localement, etc., etc. Toute la question étant évidemment d'articuler les deux. Pas de balayer, de dire on n'en a plus rien à faire de l'idéologie ou des croyances. Évidemment, ça n'aurait aucun sens de faire ça, évidemment. Mais essayer de voir comment ça a pu être mis en œuvre localement, justifié localement, à quel moment c'est justifié, à quel moment ça ne l'est pas du tout. Par exemple, à quel moment c'est une simple question de prédation des biens des victimes qui est en jeu dans le meurtre. Voilà. J'avais juste 2 questions. La première, c'était de savoir dans quelle approche on situerait la question des enfants soldats dans le cadre des violences de masse. Et si vous avez un exemple à donner sur une documentation là-dessus. Et si également vous considérez que vous avez cité l'exemple de la déresponsabilisation avec les drones ou avec le fait d'être éloigné du front, est-ce que aussi l'utilisation par exemple de l'arme nucléaire peut être associée à cette question-là de déresponsabilisation ? Merci. Oui, à l'évidence, oui. C'est évidemment un moyen qui est pensé comme étant... Alors après, il y a des gens qui ont piloté les bombardiers, qui ont lancé les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, mais à l'évidence, oui, c'est dans ce processus long et complexe de déresponsabilisation, il y a évidemment ça, oui, bien sûr, l'arme nucléaire en fait partie. Et puis sur les enfants soldats, c'est une très bonne question, parce que c'est un terrain très fort de confrontation de ces interprétations, justement, où les dispositionnalistes, pour aller vite, vont avoir tendance à dire justement les enfants sont d'autant plus sensibles à la propagande, à ce qu'on peut leur mettre dans le crâne, etc. Donc c'est typiquement des jeunes gens mobilisés par une ferveur, une idéologie, etc., etc. Donc, vous dire pas du tout, au contraire, c'est typiquement des explications qui tiennent pas beaucoup debout, et il faut faire appel, au contraire, à des explications très situationnelles, être brave, quitter sa famille, sortir de sa famille, faire preuve de bravoure, se montrer comme un gars solide, tout ce que vous voulez. Là-dessus, il y a les travaux intéressants de Manon Pignot,
que vous pouvez lire. Elle vient de sortir un livre là-dessus sur l'engagement des jeunes enfants et adolescents dans les guerres. C'est paru chez Anna Mosa là, en 2000, là, au printemps dernier, en 2019. Oui, alors j'ai une question, c'était pour revenir un petit peu sur quelques points que vous avez abordés tout à l'heure. C'était par rapport au terme de massacre industriel, c'était par rapport au lien que vous avez fait avec les abattoirs, par l'utilisation des armes blanches. C'était tout simplement, en fait, ça m'a refait penser à une citation de Marguerite Yourcenar qui disait que je me dis souvent que si nous n'avions pas accepté depuis des générations de voir étouffer les animaux dans des wagons à bestiaux, personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n'aurait supporté les wagons plombés des années 1940-1945. Donc voilà, c'était pour savoir un peu quel rôle vous pouvez voir dans le conditionnement que ça peut jouer sur ce type d'événement. Répétez-moi la citation, pardon. Alors, c'était par rapport aussi à la distance qu'on peut avoir, notamment dans les abattoirs, où les gens qui sont sur place peuvent avoir un taux de turnover, de dépression et qui est extrêmement important. La citation, c'est « Je me dis souvent que si nous n'avions pas accepté depuis des générations de voir étouffer les animaux dans des wagons à bestiaux, personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n'aurait supporté les wagons plombés des années 1940-1945. » Bon, j'en sais rien. Je ne vais pas commenter la citation, mais à coup sûr, il y a dans le travail des camps, et là, il y a des tas de travaux là-dessus, le travail des gardiens de camp, etc. Il y a des parallèles très forts qui sont menés entre des tâches de sale boulot, notamment les gens qui travaillent dans les abattoirs, effectivement, qui ont des tâches très ingrates de nettoyage des WC, par exemple, dans des endroits, bon voilà, et les tâches de meurtre. Alors, à mon avis, ce type de comparaison est très compliqué à mener jusqu'à un certain point. Là où elle tient le mieux la route, c'est à l'évidence entre abattoirs animaux et abattoirs humains. Bon. Elle a ses limites, elle est à mon avis très forte dans le sens où on peut observer le même type de mise en œuvre du travail avec une dissociation, une chaîne de travail avec des tâches séparées, bien segmentées, un turnover des tâches très fort qui est comparable, je ne vais pas dire identique, comparable dans un abattoir et dans un camp de la mort. Voilà, effectivement, on peut retrouver des procédures du même ordre qui vont avoir tendance à essayer de dégager du plus possible la personne qui effectue ce travail de sa responsabilité personnelle. Essayer au maximum, dans les deux cas, il y a une volonté de déresponsabilité au maximum, d'éviter de faire porter sur la personne la responsabilité de la tâche à faire, c'est-à-dire notamment en lui évitant toute décision ou tout choix. Le but du jeu dans un abattoir, comme dans un camp de la mort, c'est d'essayer de routiniser assez la tâche pour que l'homme qui doit tuer le tueur ne soit jamais en situation de faire un choix personnel. Et par exemple, Browning montre que le second massacre, après le premier massacre, c'est dans une petite ville qui s'appelle Josepho. Le premier massacre, c'est celui où le commandant Trapp fait la proposition aux gens de sortir du rang. Le deuxième massacre, il est absolument atroce. Ils ne sont pas encore bien routinisés, justement. Ils n'ont pas encore ces routines que vont mettre en place les nazis pour tuer dans les fosses, qui sont absolument terribles, mais qui vont être extrêmement efficaces, avec mettre les corps en pile, faire s'allonger les victimes sur les corps des morts de juste avant, etc., etc. Enfin bon, je vous passe ces détails atroces. Et pourquoi je vous racontais ça ? Ah si, parce que du coup, le but du jeu est dans tous les cas d'essayer d'éviter aux gens de faire des choix. Et Browning dit, dans le second massacre de Lomazie,
Il est pire encore parce qu'il est moins bien préparé sur le plan technique, etc., que le premier. Et pourtant, beaucoup des tueurs vont finalement, je mets plein de guillemets, mieux le vivre que le premier, précisément parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la question de choisir entre obéir ou se révolter. Précisément parce qu'on leur a dit, vous n'avez pas le choix, il faut tuer. Et là, en quelque sorte, ils se sont laissés aller plus facilement à l'obéissance, comme on le fait toujours, nous tous, dans notre vie quotidienne. Presque tout le monde, la plupart du temps, obéit. Et la résistance est toujours minoritaire dans toutes nos sociétés. Bon, ben voilà, là, il s'est passé exactement la même chose. Alors on peut considérer que c'est immensément triste, mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et effectivement, sur cet angle-là, la question de évacuer le choix ou la décision, elle est fondamentale. Et c'est sur ce plan-là, de la division du travail, etc., qu'on peut comparer le mieux l'abattoir et enfin les abattoirs animaux et humains. Bon, je vais achever de vous déprimé totalement, là, je sens. Donc oui, je m'appelle Fabrice, je travaille aussi pour MSF. Il se trouve que j'ai travaillé au Soudan, dans la région du Darfour, où des violences de masse ont été commises en 2003, 2004 et 2005. Et je voulais revenir à la façon dont vous avez introduit votre intervention en expliquant que le propre du chercheur, à la différence d'autres, de journalistes ou d'activistes des droits de l'homme, c'était d'associer, de faire d'avoir une interprétation intrinsèquement liée au travail de description. Mais à vrai dire, le fait d'avoir des lunettes, il est également le propre des autres professionnels que vous avez cités, les journalistes ou les activistes. En l'occurrence, dans le cas du Darfour, l'interprétation culturaliste, l'idée que le conflit qui se déroulait dans l'ouest du Soudan était avant tout motivé par la haine viscérale des populations arabes, entre guillemets, contre les populations africaines, qu'on avait affaire à un génocide. C'était un discours qui était porté par les journalistes, par des activistes, et qui avait la spécificité, à la différence d'autres situations de Laurent Massacre, de ne pas pouvoir s'appuyer précisément sur un discours de haine raciale dominant. C'est-à-dire que la grande difficulté des personnes, la grande difficulté... L'un des problèmes de cette thèse, c'est qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur l'existence d'une idéologie raciale, en tout cas préexistante, formalisée, diffusée par le biais de médias de masse, etc., au point que les tenants de cette thèse s'intéressaient précisément aux actes de cruauté, mais également aux menaces, aux discours qui avaient été proférés par les assaillants lors des attaques de village, pour savoir s'il y avait dans ces menaces un discours de haine raciale qui pouvait expliquer leur comportement. Alors, pourquoi c'était important pour nous en quoi ça nous concernait finalement, nous, humanitaires, MSF, cette controverse sur qu'est-ce qui se passe au Darfour? Est-ce qu'on est confronté à un génocide qui opposerait les Arabes aux Africains ou à une campagne contre-insurrectionnelle extrêmement brutale qui s'appuierait sur des conflits locaux, etc. C'est vrai que cette vision arabe contre africain, elle avait l'avantage, le danger d'être extrêmement simple à comprendre et à manipuler. Ça donnait une grille de lecture très simple pour les gens qui débarquaient, pour comprendre ce qui se passait, de quel côté ils se situaient. Et il était parfois conforté par certaines observations, une remarque raciste d'un milicien à un barrage à l'égard d'un membre du personnel national qui aurait pu être qualifié d'africain. Et en même temps, elle était contredite par tout un certain nombre d'observations. Le fait que en l'occurrence, les populations déplacées qui avaient fui les massacres s'étaient rassemblées près dans les villes de garnison, sous la protection de l'armée, qui était censée être à l'origine d'une petite extermination. On trouvait également dans les rangs de rebelles des soi-disant arabes qui avaient rejoint les rangs de l'opposition. Donc, il y avait cette situation de décalage entre ce discours et puis ces observations. Et puis l'enjeu pour nous, c'était de comprendre finalement où on mettait les pieds, parce que c'est-à-dire si vraiment il y avait
la question était plus celle du génocide que de savoir si les auteurs du génocide agissaient par haine ou par conformisme ou par mélange des deux. Mais la question fondamentale était plus de savoir s'il y avait un génocide ou pas. Et là, la thèse culturaliste venait appuyer la thèse génocidaire. L'enjeu principal, c'était plutôt de savoir ça, parce que si vraiment on était confronté à une situation dans laquelle les populations auxquelles on essayait de porter assistance étaient vouées à l'extermination, alors ce qu'on faisait en tant que, à travers nos opérations de secours alimentaire, de secours médicaux, n'était qu'un écran de fumée visant à masquer une extermination en cours. Donc, je veux dire par là qu'il y avait un enjeu à se départir du discours journalistique dominant pour comprendre quel rôle on jouait dans ce conflit. Voilà, c'était plutôt un commentaire qu'une question sur l'emprise du culturalisme en dehors des controverses historiographiques, mais dans le discours dominant, et comment ça pouvait jouer du point de vue d'un acteur humanitaire au Darfour au début des années 2000. Oui, ça ne me surprend pas du tout. Hein. Ça conforte... oui, la situation de quasi-hégémonie, malgré tout, aujourd'hui, de ce type d'explication, qui a complètement traversé. C'est une explication qui marche bien, qui roule toute seule, qu'on peut réappliquer d'un terrain à l'autre sans trop de problèmes, qui est assez simple, assez évidente. Donc, effectivement... ça ne me surprend absolument pas. Hein. C'est le type d'explication qui est massivement diffusé aujourd'hui, voilà, avec l'idée de... évidemment, c'est plus, pour tuer quelqu'un, il faut être motivé. Sinon, on ne le ferait pas. Voilà, c'est ça. Donc on va retrouver, on va rechercher quelles sont les motivations des personnes. Et les motivations des personnes, c'est leur haine d'autrui, leur racisme, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Et évidemment, ça commence à être plus compliqué dès qu'on sort de cette idée-là, qu'on peut tuer des gens sans être forcément motivé pour le faire. Et là, nécessairement, il faut faire intervenir d'autres explications. Il y avait une question de Yann. Oui, bonjour Yann Mince, journaliste et par ailleurs membre du CA de MSF. Une incise juste à propos des enfants soldats. Pour en avoir interviewé quelques-uns en Sierra Leone au début des années 2000, enfin d'anciens enfants soldats, j'ai pas senti la moindre trace d'endoctrinement idéologique ou quoi ou qu'est-ce. Il y avait des questions d'obéissance, de pression psychologique. Souvent, c'était des enfants qui avaient été obligés de tuer leurs propres parents, ce qui crée évidemment une contrainte psychologique complètement différente ensuite pour revenir de là où on vient. J'avais deux questions en revanche. Une question d'explication, j'ai pas très bien compris, en ce qui concerne le travail de Audouin Rouzot et Becker sur les armes blanches pendant la Première Guerre mondiale. Ça ne me paraît pas du tout comparable à la Shoah par balle. La Shoah par balle, il s'agit de tuer quelqu'un qui n'est pas armé lui-même. Donc on tue quelqu'un sans aucun danger de mort. Dans les combats à l'arme blanche, on peut être dans un... Sauf si vous parlez uniquement d'exactions contre des gens désarmés. Mais sinon, effectivement, si c'est du corps à corps, ça ne me paraît absolument pas comparable. Parce qu'il y a un danger quand même dans le corps à corps qu'il n'y a pas dans la Shoah par balle. Et ma deuxième question, c'était... Il me semble qu'il y a eu quelques années, il y a 6 ou 7 ans, est paru un livre... qui retranscrivait ou en tout cas analysait les conversations de soldats allemands enregistrées à leur insu dans un camp où ils étaient détenus par les Britanniques après la guerre. Je voulais savoir si ces conversations avaient jeté une lumière sur la polémique entre les deux historiens dont vous avez parlé ou pas du tout. Merci. Merci. Attendez, je note juste par balle et corps à corps. Ouais. Je vais commencer par la fin. Ouais, c'est le livre d'Harald Welzer. Là. C'est un psychologue et historien allemand. C'est un livre hyper intéressant qui a effectivement fait rebondir à nouveau le débat avec ceci de particulier que les prisonniers en question ont été faits prisonniers sur le front occidental et pas sur le front soviétique. Ils ont été faits prisonniers là par les Anglais en France, ou je ne sais pas très où exactement, mais enfin bon. Donc ils étaient sur un front infiniment moins violent, notamment à la toute fin de la guerre, que les soldats allemands sur le front de l'Est. Néanmoins, ça a fait rebondir et ça a amené une source supplémentaire pour discuter justement du fort intérieur des soldats, qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment, etc., etc. Sans évidemment conduire à trancher de façon définitive la question. Ça penchait d'un côté ou pas dans la polémique ?
Oui. Un peu les deux. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment ils découpent exactement ce qu'ils choisissent. C'est ça le problème. C'est comment est-ce qu'ils choisissent dans l'ensemble des écoutes qui ont été faites par ces gens. Néanmoins, si, j'aurais tendance à vous dire quand même que ça a plutôt accentué le côté dispositionnel. Sur le thème, ils étaient motivés, ils y croyaient. Quand même. Même si, bon, c'est compliqué. On ne sait pas exactement comment ils ont découpé là au milieu, etc., etc. En tout cas, ça a fait progresser la connaissance sur un point bien particulier, sur lequel on a beaucoup progressé depuis 10-15 ans. C'est l'idée qui est complètement révolue aujourd'hui, ou en tout cas l'idée qui est maintenant très forte aujourd'hui, c'est les Allemands savaient énormément de choses de la Shoah. Contrairement à ce qu'on a longtemps dit, c'était un secret de polichinelle, et énormément d'Allemands ont su très tôt et relativement complètement ce qui se passait à l'Est, et notamment les massacres devant les fosses, etc., etc. Par des lettres, par des photos qui circulaient beaucoup, prises par des soldats allemands de la Wehrmacht, etc., sur place. Bon. J'insiste pas. Et votre autre question, c'était, ah oui, évidemment, les corps à corps à l'arme blanche et les tueries, vous avez tout à fait raison. C'est incomparable en ce sens-là. La seule chose qui tient, qui fait le lien, là, c'est évidemment pas du tout, la question n'est pas du tout de dire les soldats dans les tranchées exerçaient le même type d'atrocité que les Allemands, fusillaient en masse des familles, vieillards, femmes et enfants compris, en Union soviétique. Bien sûr, vous avez tout à fait raison de dire que sous cet angle-là, c'est incomparable. Là où Goldhagen et Audouin Rouzot et Becker font un parallèle, où on peut installer un parallèle entre leurs deux approches, c'est dans l'insistance qu'ils mettent sur l'analyse du face-à-face avec le meurtre, avec la mort, comme forme de corps à corps direct entre celui qui tue et sa victime. Voilà. C'est ça, sans distance entre les deux, vous voyez, sans l'écran de la distance de l'artillerie, sans l'écran qu'est la chambre à gaz, etc., etc. Voilà. L'idée qu'il se passe quelque chose dans le fait de mettre à mort directement soi-même. Voilà. Effectivement, un ennemi qui est un autre soldat dans un cas, et une famille, etc., etc. Mais bon, dans cette idée-là que c'est seulement à partir du moment où on prend véritablement à bras-le-corps le meurtre en face à face, qu'on peut remonter, vraiment comprendre ce que les gens ont dans la tête. Voilà. Remonter aux motivations, aux raisons d'agir, aux imaginaires. Voilà. C'est en ce sens-là qu'on peut tenir le parallèle. Et seulement en ce sens-là. Sauf que dans un cas, il y a une volonté de se défendre soi, donc une volonté de légitime défense, non, parce que là où, bon, il faudrait aller plus dans le détail. Ce qu'essaye de soutenir Audouin Rouzot et Becker, c'est l'idée que dans le corps à corps physique, il y a un véritable plaisir de l'atteinte au corps, du démembrement. Il va insister énormément, Audouin Rouzot, sur le fait que, par exemple, si vous lisez son livre « Combattre », sur le fait que dans tous les conflits, par exemple aussi les Américains en Asie, etc., ils vont ramener chez eux des trophées, des morceaux de corps, des scalps de Japonais, de tout ce que vous voulez, des oreilles découpées, voilà. C'est ça qui l'intéresse fondamentalement. Vous voyez, c'est le geste je sais pas comment dire ça, de violence sur les corps, voilà. Alors moi j'aurais deux questions pour vous. La première, c'est que vous avez parlé donc dans votre présentation d'aseptisation. Et donc je voudrais vous demander qu'est-ce que peut dire l'explication situationnelle de la cruauté. Ce serait la première question. Et la deuxième, vous avez parlé de la responsabilité, et donc ça m'amène à la question du libre arbitre. Il me semble que dans les deux conceptions, il y a à la fois des éléments qui vont vers la thèse du libre arbitre dans l'explication culturaliste, l'individu qui serait libre d'agir en fonction de ses représentations.
et qui ne vont pas dans ce sens-là en pensant que les individus sont des atomes sociaux qui auraient tous les mêmes représentations. Et donc ça, il y aurait une espèce pas de contradiction, mais oui, en quelque sorte. Et de l'autre côté, dans la thèse situationnelle, on aurait des individus qui seraient déterminés socialement, de la pression sociale, etc. Donc là, on serait peut-être plus loin, pas de libre arbitre. Et on a de l'autre côté un monde contingent où le génocide, il arrive à tel moment, à tel endroit, etc. Et donc où les événements sont contingents et les individus sont distincts les uns des autres, ils sont spécifiques, particuliers, etc. Et donc là, on serait peut-être plus dans le sens du libre arbitre. Voilà. Donc je voulais vous demander, dans cette controverse où laquelle, à votre sens, donne plus de place ou au libre arbitre? Voilà. Vous aviez très bien montré qu'aucune des deux, ou toutes les deux, donne, selon comment on prend les choses, toute sa place ou pas beaucoup de place au libre arbitre. Le problème, plus général, je dirais, de mon point de vue, c'est que ces questions-là sont complètement contaminées par la question du libre arbitre. Or, c'est un problème, ça. C'est un problème parce que c'est faire comme si, dans notre vie quotidienne, on était toujours des gens qui agissions constamment selon notre libre arbitre. Moi, en tant que sociologue, je ne crois pas du tout qu'on est des gens qui agissons constamment selon notre libre arbitre, qui, le soir avant de nous coucher, sommes des petits penseurs de Rodin dans notre lit, qui avons un grand dilemme, un choix, une décision à faire, et qui pesons le pour et le contre, et qui finissons par trancher. C'est pas comme ça qu'on vit notre vie, c'est pas comme ça qu'on prend des décisions, à mon avis, ou assez rarement finalement. Hein. Et c'est pour ça que je dirais que ces questions-là sont souvent polluées, c'est trop fort, mais polluées par la question du libre arbitre, justement, parce qu'on est toujours amené à reposer la question de est-ce qu'on a choisi, par exemple. Vous voyez, c'est toutes les questions qui arrivent tout de suite dès qu'on parle de la résistance. Est-ce que j'aurais été collabo ou résistant ? Ça ne se passe pas comme ça, les choses. Les gens qui sont devenus résistants, ils n'ont pas décidé un matin, sauf peut-être quelques-uns, peut-être le général de Gaulle. Il s'est dit, un beau matin, je vais résister. C'est possible. Bon, voilà. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés, en quelque sorte, enclenchés par la situation, dans une situation qui les a conduits à devenir résistants ou collaborateurs. Par exemple, c'est ce que décrit très bien Antoine Pro, il dit, sans doute j'aurais été résistant. Bon, peut-être que... non, j'allais dire une méchanceté, mais... voilà, il dit sans doute j'aurais été résistant avec de bonnes raisons sociologiques de l'être. Il explique et il dit non pas parce que j'aurais fait un choix en toute conscience en disant je vais être un héros en me lançant dans une résistance à cet affreux régime vichiste atroce, mais de façon très banale et concrète parce que probablement un jour un de mes amis m'aurait dit « Est-ce que tu peux m'accueillir ce soir pour dormir ?» Et puis j'aurais appris que petit à petit, ce gars, il vient dormir chez moi parce qu'en fait, il essaye de disparaître des radars petit à petit et il bascule dans une semi-clandestinité en conservant des papiers, mais en commençant à ne plus vivre chez lui parce qu'il se sent surveillé, etc., etc. Et c'est en rendant des petits services et en faisant des petits pas comme ça que petit à petit, je vais me retrouver avec une étiquette « je suis un résistant ». Voilà. Et peut-être qu'un jour, je vais découvrir effectivement que je suis un résistant sans jamais pouvoir dire quel jour j'ai décidé de devenir résistant. Alors, ce n'est pas évidemment tout le temps comme ça que se passent les choses, hein, mais c'est aussi comme ça que se passent les choses. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on peut mettre à distance le fait qu'on ferait tout le temps des choix sous l'angle d'un libre arbitre pur et parfait. Ça n'existe pas, sauf en philo, ça, qu'on fait des choix en toute connaissance de cause. Ben oui, c'est une situation de philosophe, ça, où on fait des arbitrages purs et parfaits. Hein, voilà, dans un monde... bon. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous aviez tout à fait raison de souligner ça. Bien des gens vont dire l'approche situationnelle prive, vous faites disparaître tout libre arbitre.
Parce que vous dites que les gens n'avaient pas le choix, ils se soumettent au conformisme, c'est des veaux, des moutons qui suivent bêtement. Bon, voilà. Parler de moutons qui suivent bêtement, c'est encore rester dans une perspective où tous les jours, nous tous, on agirait tout le temps en personnes parfaitement conscientes, qui font des choix raisonnés, etc., etc. Moi, je ne crois pas qu'on fait des choix raisonnés tous les jours, etc. Voilà. Donc, il faut essayer, me semble-t-il, de se déprendre de ces questions de libre arbitre. Hein. Et vous avez vu qu'elles sont réversibles. Vous avez très bien fait de le souligner. Je crois qu'elles sont réversibles parce que je crois que la thèse culturaliste, poussée dans ses retranchements, si on l'admet dans ses retranchements, ce qu'on disait tout à l'heure, conduit là aussi à priver les gens de leur libre arbitre en disant c'était des croyants, en quelque sorte, on va dire, des gens dans une secte, voilà, qui avaient perdu tout libre arbitre parce qu'ils étaient sous le joug d'un chef absolu. Donc vous voyez là Hitler manipulant les foules comme un grand marionnettiste, voilà. Tous les Allemands étaient sous le joug d'une foi nazie qui s'était complètement emparée d'eux. Bon, ben là aussi, il n'y a plus de libre arbitre. Donc comment on fait ? Bon, c'est évidemment quelque part entre les deux qu'il y a la réalité telle qu'on la connaît. À la fois avec des moments où on est effectivement des gens parfaitement conformistes qui vont préférer largement se soumettre en se disant dans un premier temps, je ne vais pas prendre de risques, se soumettre à la pression des pairs, parce que je ne veux pas me faire mal voir, des gens avec qui je dois vivre là, quand je suis envoyé à l'Est pendant des mois, je dois survivre dans des conditions difficiles, un froid atroce, etc. Si je me prive des soutiens de mes propres pairs, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Donc je vais accepter des petits pas de la même façon. Par exemple, on me demande finalement une rafle. Bon, pas trop grave. Alors il y a des salauds parmi mes confrères qui sont des sadiques qui en profitent pour tabasser les gens. Voilà. Il y en a qui vont en profiter parce qu'ils sont de fervents nazis par déjà tirés. Ceux qui ne peuvent plus avancer, les vieux qui n'acceptent plus de marcher assez vite, les enfants, les bébés. Voilà. Mais moi je suis digne. Moi je ne participe pas encore à ça. Certes, j'ai participé à la rafle. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas été à l'instar de ces tueurs-là. Donc ça, on retrouve ça constamment dans les discours de justification de ces policiers devant la justice là, de la RFA. Et vous voyez bien que ce petit pas les a déjà... Enfin, petit, ce grand pas, puisqu'ils savent très bien ce qui va leur arriver à ces familles, et pas une promenade de santé ailleurs. Ce petit pas, ce grand pas, évidemment, les engage déjà et les met déjà, effectivement, dans une situation où ils sont déjà complices d'un meurtre de masse auquel ils vont finir, pour la plupart d'entre eux, par participer. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'il faut, à mon avis, essayer de mieux considérer, mieux penser. Et puis la question de la sceptisation, elle est centrale chez les culturalistes parce qu'ils disent, justement, vous avez tendance à écarter complètement les questions de motivation, d'idéologie, de foi, parce que vous vous refusez à voir ce qui se passe vraiment, en quelque sorte. C'est ça qu'ils disent. C'est ça que me dit Stéphane Audouin-Rousseau ou que Goldhagen dit à Browning. Il dit, vous vous refusez à décrire les violences telles qu'elles sont, parce que vous êtes un homme d'une société de paix qui se refuse à décrire des horreurs parce qu'on va l'accuser de vulgarité, etc., etc. Or, Goldhagen comme Audouin-Rousseau disent, au contraire, il faut prendre à bras-le-corps des descriptions les plus réalistes, donc au plus proche des atrocités, si on veut vraiment réussir à rendre compte de ce qu'étaient les motivations de ces gens. Parce que si on aseptise, évidemment, ça veut dire aussi qu'on va tenir en retrait leur foi, ou ne pas considérer avec assez de force leur foi, leur croyance, leur raison d'agir. Or, ces gens avaient des raisons d'agir. Et ces raisons d'agir sont visibles dans les violences qu'ils infligent. Donc, si on veut pouvoir remonter du comportement, ce que je vous disais tout à l'heure, à leur croyance, à leur foi, il faut procéder à une description aussi
pas comment la décrire, aussi réaliste, précise, concrète que possible, parce que c'est ces témoignages de cruauté qui vont nous permettre de remonter aux raisons d'agir de ces gens. D'où le cercle. D'où le cercle. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. Bonsoir, Ariane, psychiatre, un peu à MSF. En fait, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est justement en tant que psychiatre par rapport à la psychiatrisation de la violence, qui, en tant que thérapeute, est assez problématique parce que je pense qu'elle déréalise beaucoup ce qui se passe. Et je voulais juste donner l'exemple par rapport justement à l'explication culturaliste que... moi, un des trucs qui me pose problème dans ces trucs-là, c'est la distanciation inhérente, la volonté de distanciation inhérente à ces explications, alors que finalement, je veux dire, juste pour donner un exemple, il y a 80% des violeurs qui connaissent leurs victimes, et que finalement, j'ai l'impression que ça participe à un fantasme d'éloignement des bourreaux à la personne qui est en train de l'étudier ou qui est en train de lire ses études, qui finalement est nocif non seulement par rapport à l'étude en tant que telle, mais aussi par rapport à une potentielle prévention, parce qu'on oublie toujours de regarder en soi et que finalement on a tous ces graines-là en nous, malheureusement. Bref, et la question, c'était par rapport justement à Zimbardo, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme un anti-Stanford experiment? Je sais qu'à Google, dans leur hall d'entrée, à un moment donné, il y avait marqué dissidence en énorme. Je ne sais pas si les expériences qu'avait proposées Zimbardo sur les exercices qui pouvaient amener les gens à être plus à même à résister s'ils étaient mis dans ces circonstances-là, ont été utilisés à échelle un peu plus large. Et moi, j'en ai pas connaissance, mais si vous savez si ça a existé, ça m'intéresserait. Voilà. Je crois que Zimbardo s'est un peu spécialisé là-dedans après coup. L'idée de prévenir. Il est revenu complètement au premier plan. Enfin, l'expérience de Stanford, là, est devenue une expérience ultra célèbre, ultra citée dans tous les manuels ou presque de psychologie sociale, anglo-saxon, français, tout ce que vous voulez. Et il est revenu au premier plan, en quelque sorte, au moment d'Abu Ghraib. On a fait appel à lui en disant, et il a dit en gros, Abu Ghraib, c'est l'exemplification pure et parfaite de mon expérience en vrai. Voilà, ce qui s'est passé à Abu Ghraib, c'est exactement ce que j'avais montré avec mon expérience. Voilà, en très peu de temps, ces soldats américains se sont mus, se sont transformés en de féroces gardiens, tortionnaires, etc., jouant avec leurs prisonniers, les torturant, etc., etc. Bon. Et là, il a essayé effectivement un peu de surfer sur cette vague en publiant des sortes de manuels de résistance justement à la soumission à l'autorité, au conformisme, etc., etc. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon que je ne pense pas que ça ait eu... Bon, il a fait énormément de conférences et tout. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point ce type de choses peuvent avoir un effet ou pas, j'en sais rien. Ça n'a pas été utilisé à grande échelle. Enfin, ça n'a pas été implémenté. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je ne crois pas. La conférence touche à sa fin. Et pour ceux qui aimeraient approfondir, donc, je vous recommande la lecture de l'article de Nicolas Mariot, « Faut-il être motivé pour tuer ?» Il parlait de la motivation à la fin de son intervention. Vous pourriez également lire ses livres, et pour n'en citer que quelques-uns, Face à la persécution, 991 juifs dans la guerre, Tous unis dans les tranchées et Histoire d'un sacrifice. Côté Crash, il y a le livre de Jean Hervé et de Marc, qu'ils ont publié en 2007, donc Génocide et crimes de masse, sur le Rwanda. Donc ce livre est maintenant disponible sur le site du Crash, vous pouvez le lire directement. Et pour les MSFiens, n'hésitez pas à passer au 5e si vous voulez un ouvrage.
Enfin, je pense qu'après cette conférence, vous comprendrez probablement peut-être plus que ce livre donc, de Jean Hervé et de Marc est une micro-histoire, une histoire situationnelle d'événements donc, qui ont eu lieu au Rwanda entre 1982 et 1997, au Rwanda et au Zaïre. Nicolas Mario, au nom de toute l'équipe du Crash, je vous remercie et je pense que ce soir, nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et je vous invite à poursuivre avec un verre notre discussion. Merci beaucoup. Ah ouais. Si, et j'ajoute qu'à ceux qui ne veulent pas acheter les livres, ce que je comprends très bien, même si c'est bien de les acheter, vous pouvez télécharger des articles sur ces questions-là gratuitement sur mon site en ligne. Voilà.